c'est Pipeboy pour ses mangas méconnus sur la deuxième partie de JoJo's Bizarre Adventure. Et pour cette deuxième partie, nous allons vous expliquer en quoi JoJo's Bizarre Adventure est awesome du flambi. Qu'est-ce que ce truc qui semble trop ouf? JoJo's Bizarre Adventure est un manga de Hirohiko Araki en 107 volumes. Il est encore en cours. C'est un manga long, très long, mais qui a eu le mérite d'avoir révolutionné le genre Neketsu. Beaucoup connaissent certainement indirectement ce manga via son jeu sur PlayStation 1 et Dreamcast, qui était un excellent jeu de baston 2D. Souvent on considère que le roi du shonen fut Akira Toriyama avec son fameux Dragon Ball. Il a lancé nombre de shonen de l'époque, dont le meilleur exemple fut Yu Yu Hakusho, Naruto ou encore One Piece, où Oda ne cache même pas son admiration pour Toriyama. D'autres exemples carrément inspirés par le même type d'humour et de découpage des cases. Je pense à Murata avec son célèbre Aishin 21, mais surtout son actuel One Punch Man, où le super-héros semble sortir du manga Dr. Slump, voire Cashman, et des ennemis carrément pompés sur Piccolo de Dragon Ball. Mais Araki est considéré comme celui ayant révolutionné le shonen. Si pas mal d'œuvres citées auparavant sont inspirées par Dragon Ball, leur évolution, la personnalisation des pouvoirs ou les caractères des personnages sont quant à eux la principale influence qu'a eu Araki sur le monde du shonen. Si vous êtes connaisseur des œuvres, sans JoJo's Bizarre Adventure, il n'y aurait jamais eu le Nen dans Hunter x Hunter, ou le personnage d'Hisoka qui semble carrément inspiré de Dio Brando, les fruits du démon dans One Piece, les Sharingan dans Naruto, ou les Bankai dans Bleach. Le shonen 2.0 était né. L'histoire de ce manga, il raconte la dualité des Joestar Brando à travers les époques et univers. Le centre de ce manga est la destinée. Sommes-nous vraiment maîtres de notre destin, ou est-il dicté par la fatalité? Comment la combattre? Comment la connaître? On vit à travers plusieurs époques et lieux, Londres des années 1880 et son Jacques l'Éventreur, 1942 et sa Seconde Guerre mondiale, etc. jusqu'à aller en 2010 et ses prisons de Californie. On découvre le JoJo de cette époque et ses aventures bizarres. Pourquoi JoJo? Car c'est souvent la contraction ou un petit surnom qu'on donne au personnage principal qui a souvent un nom et un prénom qui commencent par Jo, comme par exemple Jonathan Joestar. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Oui, les histoires des Joestar affrontant les Brando sont complètement bizarres. On part d'une histoire simpliste de Jonathan Joestar, fils de 12 ans du richissime Lord Joestar, qui va devoir vivre avec Dio Brando, lui aussi 12 ans et fils d'un alcoolique notoire qui sauva Lord Joestar à l'époque. Dio voulant déposséder la fortune des Joestar en brisant mentalement et physiquement Jonathan, le seul héritier, ils vont grandir ensemble, s'apprenant à se connaître. Lord Joestar, atteint d'une maladie grave, Jonathan va soupçonner Dio de l'empoisonner et va essayer de découvrir la réalité. Et c'est là qu'on part vite, très loin du sujet initial. Dio découvert décide d'utiliser un masque qui s'alimente avec du sang sur lui. Celui-ci le transforme en une sorte de vampire surpuissant qui lui octroie des pouvoirs quasi immortels. Jonathan va devoir apprendre à respirer pour utiliser l'onde auprès de Zeppeli, marin italien qui connaît le triste pouvoir du masque. Sans compter que ce masque est la création de 3 monstres surpuissants venus d'une civilisation antique, alors que les nazis vont vouloir récupérer. Quoi, comment ça vous suivez plus? Bon, revenons en fait à la première partie. La dualité de Jonathan et Dio se poursuit. L'onde, le premier pouvoir qui fut créé pour les 2 premières saisons de JoJo, et donc des 2 premières générations, permet de combattre l'immortalité des vampires zombies. Le pouvoir du masque est plus complexe. Si on porte le masque, on a un pouvoir de vampire permettant d'avoir encore toute sa raison. Si par contre un vampire vous contamine par le sang, alors on est plus proche de l'état de zombie, obéissant à son maître. Lord Joestar tué, Jonathan sauvé de peu, les 2 premiers volumes du manga nous proposent une atmosphère pressante due à la surpuissance de Dio. Le manga change quelque peu cette oppression quand Jonathan découvre le pouvoir de l'onde qui lui permet de rivaliser avec ses monstres. Mais là encore, Araki a une pièce maîtresse dans son œuvre. Il n'hésite jamais à tuer un personnage important si nécessaire et le fait clairement comprendre dès la première partie. Une sorte de fatalité établie par la destinée du personnage comme le souligne le final magistral de ce combat Jonathan-Dio. Araki proposant même des backgrounds, situations loufoques à ses personnages, les rendant plus vivants que jamais. Et encore, je n'ai pas expliqué la folie du manga, mais passons aux personnages. Ces personnages, ces méchants, ces héros. Il faut savoir que tous les passés des personnages sont importants, mais surtout leur lignée ou la famille Brando, ou ses héritiers spirituels, sont clairement pourris et rongés par le mal, alors que les Joestar sont une lignée plus naïve et portée sur la bonté. La confrontation du yin et du yang, malgré des déclinaisons dans les caractères et surtout dans certains passés. Hitchcock était un maître pour créer ses méchants. C'est ce qui faisait la force de ses films.
Araki s'en inspire pour les siens, et les transforme en véritables dieux, aussi inquiétants par les pouvoirs qu'ils ont, que rassurants si on leur obéit et qu'on les adule. Dio étant l'incarnation du vilain parfait, qui se retrouvera dans 3 parties et dans des flashbacks d'une 4e partie. La comparaison avec Dieu ne s'arrête pas là, avec un de ses fils spirituels, interprété par un prêtre catholique, le père Pucci, lui aussi formidable par sa folie du juste, surtout à travers son passé complètement maudit. Pour citer le manga, voici la phrase qui le représente le plus. « Tu ne t'es pas aperçu à quel point tu es devenu démoniaque. C'est ce qui te rend encore plus démoniaque. » Bien entendu, comment ne pas finir le tour d'horizon des méchants par celui de la partie 4, Yoshikage Kira. Avec lui, on a le parfait psychopathe, tuant par pur plaisir, mais aussi avec ses propres habitudes, ses névroses, ses techniques expliquées détail par détail. Comment par exemple son obsession à couper ses ongles et les mesurer année par année pour découvrir sa chance, sa manière d'opérer, ses obsessions, ou type de victime qu'il adule, ses raisons ou encore ses trophées qu'il conserve de ses victimes. Un véritable Dexter avant l'heure, procédant avec ses méthodes bien définies et rendant le personnage aussi fascinant qu'effrayant. Ce qui continue d'engendrer encore plus le côté malsain de ces méchants, c'est qu'ils sont souvent caractérisés par un excès de confiance en leur pouvoir et destinée. Souvent prouvés par petits moments, ils sont souvent transportés par des passages leur donnant une illusion de puissance divine, d'ange gardien qui les protégerait même des pires situations. Car régulièrement, le méchant, loin d'être uniquement un boss final, met souvent de sa personne pour évoluer dans sa quête, tout comme le héros. Les héros sont aussi correctement traités dans l'œuvre. Souvent de la famille Joestar, il transmet souvent au premier abord un côté vulgaire, loufoque ou méprisant pour se révéler être d'une bonté exemplaire et souvent prêt aux sacrifices nécessaires. C'est d'ailleurs ce deuxième aspect qui rend les personnages si attachants. De par leur bonté, on les aime et les apprécie, mais ils se cachent de l'être. Nous seuls spectateurs sommes touchés par le personnage et par le second aspect, on se retrouve donc régulièrement crispés par leurs actions ou situations. Ils sont concrètement les adversaires de la fatalité, qui sont représentés par leurs ennemis. Ils essaient de s'efforcer de lutter contre ce qui leur semble si éloigné, si impossible à combattre. C'est ce qui rend l'aspect de ces confrontations si épique, le duel entre David et Goliath amélioré. Mais amélioré à quel point? Les stands des combats. Nous allons maintenant parler de ce qui a rendu ce manga si parfait. Si les 2 premières saisons, les pouvoirs se limitent à l'onde, la technique de la respiration, dès la saison 3, on bascule parfaitement dans un nouvel univers où les combats vont être représentés par des entités. La personnalisation des pouvoirs avec pour but de provoquer non plus des affrontements physiques avec retournement de situation, mais purement des combats psychologiques où les affrontements seront des véritables parties d'échecs. Attendez-vous à flipper comme des malades pour une partie de Janken des plus loufoques ou une partie de poker des plus stressantes, voire même une partie de F0 des plus dantesques. À partir de ce moment-là, les pouvoirs sont tous différents et représentés par cette entité appelée stand. Leurs caractéristiques sont diverses. Cela va du stand mécanique, qui auront souvent une précision moindre, mais une durée de vie supérieure, et inversement les stands manuels, qui seront plus précis. Pour donner des exemples précis, Jotaro Kujo possède le stand le plus fort physiquement. Dans ce cas, on se dirait que c'est foutu pour les ennemis. Mais et si les ennemis possédaient des stands qui consistent à contrôler le feu, pour la distance, voire même d'arrêter le temps, ou d'affronter dans des rêves? Imaginez un pouvoir qui consiste à créer des trous noirs, ou encore contrôler la gravité. À ce niveau, l'auteur se fait plaisir et invente des combats de plus en plus loufoques et parfois prises de tête pour les comprendre. Mais c'est ce qui rend la lecture si savoureuse. Surtout que derrière, les situations sont de plus en plus folles et la tension est maintenue par tous les retournements de situation, les dialogues ou les expressions des personnages. Car oui, la série est extravagante à tous les étages. Bizarre! Jojo! Yeah! Ce qu'il faut savoir sur Jojo, c'est qu'on est dans une œuvre extrêmement riche en références. Entre les stands portant tous des noms de groupes, avec des stands s'appelant Fighter, Queen ou encore même Spice Girl, la série multiplie les noms de groupes, souvent de rock. Les passés inspirés de mythes faits réels, comme Jacques et l'Éventreur, la Reine Elisabeth, ou encore dernièrement le séisme du Japon, on est gavé de réinterprétations d'événements historiques qui trouvent ici une signification. Un peu comme Toriyama qui reprenait de grands mythes avec Dragon Ball. Mais ce n'est pas tout. Si Jojo est une série aussi fédératrice, c'est que c'est une série qui s'offre totalement aux spectateurs. Les excès sont souvent de mise,
Sans parler des muscles affreusement énormes des 2 premières saisons, voire même de la 3e, où graphiquement on se rapproche plus d'un Hokuto no Ken démesuré, pour finir par des personnages plus androgynes et maigres. Le style évolue, toujours via des excès, mais Araki a une maîtrise de son dessin exceptionnelle, surtout quand on voit les traits réalistes de ces derniers tomes. L'auteur a un côté légèrement baroque, parfois gothique de la Renaissance. Il semble apprécier cette époque et propose plusieurs références comme à De Vinci ou Raphaël. À cela se rajoutent les expressions, gestes des personnages. Si des expressions vont très vite devenir vos cris de guerre, c'est normal. L'auteur les sacralise par les gestes. Ne vous étonnez pas de crier des oui de jouissance ou des ora 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 d'énervement. Les poses des personnages sont souvent aussi complètement loufoques pour une morphologie humaine, ce qui peut paraître farfelu et atténue souvent la violence du récit. Car oui, à cela se rajoute une extrême violence tout le long du récit, portés par les ennemis, souvent sadiques et violents, mais aussi les pouvoirs qui sont souvent de véritables cauchemars. Pour donner une idée, pas mal des stands de la saison 3 sont inspirés de films d'horreur, tels que Freddy, le cauchemar de la nuit, de Wes Craven, ou Christine, de John Carpenter. Les combats excessifs de par les positions, retournements de situations prises, sont aussi accentués par leur violence caractéristique, avec parfois des membres arrachés, des litres de sang versés, ou des compositions et autres joyaux de souffrance. Le tout est pourtant enrobé de par les poses des personnages donc, ou les dialogues savoureux qui sont d'une certaine légèreté, rendant l'ensemble parfait. De ce côté léger se rajoute ce côté très gay-friendly. Ne partez pas, je tiens à m'expliquer sur ce sujet qui donne l'impression des fois de mater un yaoi, c'est-à-dire un manga pour homosexuels. Les personnages masculins ont souvent tendance à être de véritables partenaires. Speedwagon par exemple, prenant le bras de Zeppi, complètement glacé pour le réchauffer en le collant contre son torse. La relation ambiguë entre la haine et l'admiration de Jonathan et Dio, qui trouvera sa conclusion finale dans la saison 3. Ou encore, bien que récent, cette ambivalence des personnages, toujours masculins, a porté du rouge à lèvres. L'auteur reste souvent ambigu, même si parfois on a des éléments de réponse, avec un flashback du père Pucci se rhabillant avec Dio, nu dans son lit. Ou encore le costume marin du personnage principal de la 8ème saison. Sans compter le caractère des personnages féminins qui semblent souvent limités à l'image caricaturale de la femme ou pompés sur leur homologue masculin. Loin de moi l'idée que ces passages puissent faire fuir un lectorat résolument hétéro, il affine au contraire la personnalité du manga, le rendant encore plus unique. S'il y a bien quelque chose que nous apprend ce manga, c'est de ne jamais juger personne. C'est en cela que par exemple, même un général nazi pourra apparaître comme une personne sympathique dans la saison 2. Rien n'est blanc, ni noir, mais tout est nuancé de gris. Et si certaines choses sont cruelles, elles trouvent leur raison ou leur jugement via les messages du manga, le récit étant riche à souhait. Mais pourquoi j'en parle que maintenant ? Jojo est un de mes mangas favoris, autant que Dragon Ball, ou Hunter x Hunter de Togashi, ou Blackjack de Osamu Tezuka. D'ailleurs, Araki propose, comme Tezuka, beaucoup cette idée de fatalité et de personnages qui vont devoir souffrir. La série est riche en actualité, surtout pour ses 25 années d'existence. Animé, jeux vidéo, musée, artbook spécial. D'ailleurs, le jeu vidéo JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle est prévu en 2014 pour l'Europe. L'actualité de ce manga est véritablement riche et il est presque impossible de ne plus connaître Jojo actuellement. Mais si j'ai tenu à en parler, c'est que justement c'est une série qui ne se vend pas assez et que je tenais vraiment à porter ma pierre à l'édifice par rapport à ce manga pour faire en sorte qu'il soit plus vendu. JoJo's Bizarre Adventure est la réponse du pourquoi le Japon est supérieur. C'est un manga intense, extrême, excessif, un véritable plaisir pour les lecteurs. Alors tous avec moi!